Les politiciens, ils en ont suffisamment parlé pour que moi je me passe juste sur ça pour écrire un livre. Voilà donc ce que je peux te donner. Je ne sais pas si ça te satisfait. Tu vois ce que tu me donnes. Je sais bien que c'est une question délicate, mais c'est toujours le moment. Mais c'est la réponse que tu me donnes, je peux la comprendre. J'aurais aimé en avoir plus, j'avoue. Mais je pense que c'est la vraie réponse. Voilà, ok. Il ne faut pas chercher plus que ça. La deuxième question, la mère dans l'autre bord est un personnage énigmatique. On ne sait presque rien d'elle. Qui est-elle? Quelle est son histoire, mis à part le fait que son mari l'ait livrée et qu'elle fut violée? Et quel était son bord? Parce que ici, dans cette pièce, chacun a un bord, pas forcément politique, mais un bord comme par exemple ce garçon qui sort de la maison, donc du cercle familial, pour aller retrouver sa mère. Donc, il n'est plus avec son père. Entre son père, c'est... Voilà. Donc, quel est le bord de cette femme-là? Est-elle finalement le cerveau de ce qu'est devenu sa fille? J'avoue que durant le travail, j'ai eu énormément de problèmes par rapport à la mère, parce qu'on s'identifie à elle, mais on n'a pas tout. Il y a tellement d'ombre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'on entend une métaphore pour toi? Est-ce que tu nous expliques ça? L'autre bord, c'est ce que moi j'entends par là, c'est que dans un système politique africain que nous connaissons bien, il y a depuis un certain temps, il y a maintenant, il y a toujours le pouvoir, il y a l'opposition. Et entre ces deux, chacun désigne l'autre comme étant de l'autre bord. En fait, c'est ça. C'est ça. Chacun, c'est comme les religions, chacun appelle l'autre secte. Et finalement, c'est partout des sectes et partout c'est des bords. Voilà ce que moi j'entends. Et maintenant, sur le personnage de la mère, en fait, l'histoire commence quand elle est déjà partie. Donc, on ne la connaît pas bien, on sait qu'elle est partie. Et on sait aussi comment elle est partie. De quel bord était-elle? On peut imaginer qu'elle n'était pas du même bord que le père. C'est ça que ce qui lui est arrivé, s'ils étaient du même bord, je n'aurais pas de problème. Voilà ce que je pense. Okay. Je vais te contredire et te demander de me donner plus. Tu viens de dire que s'ils étaient du même bord, il n'y aurait pas ce problème. Mais on voit le père et le fils. On sait que dans la pièce, le père est un caïd de l'autre bord. Et que la fille a rejoint, le fils a rejoint l'autre bord. D'ailleurs, dans la présentation, il est dit le fils, étudiant rebelle, passé à l'autre bord. Mais entre les deux, dans les meutes, le fils tue son père. Donc ça contredit un peu ta réponse disant que s'ils étaient du même bord, il n'allait pas avoir, voilà, le fait que son mari la livre. Non, le fait que son mari la livre, puisque la femme a été livrée et violée, c'est pour ça qu'elle est partie. Et c'est une façon de tuer. Maintenant, tu me dis que s'ils étaient du même bord, ça n'allait pas se faire. Mais entre le fils et le père, il y a eu mort. Alors, ce personnage du fils, au moment où il vient en scène, c'est quelqu'un qui n'est plus normal en fait. Il est parti et puis beaucoup de choses se sont passées. Il a dit des choses. Il dit comment on devient criminel. La première fois, comment ça se passe quand on tue quelqu'un la première fois. Et après, comment ça se passe pour que ça devienne banal. C'est quelqu'un qui a traversé des choses, il n'est plus un homme équilibré. Donc il peut tuer. Et même son père. Alors que la mère, c'était pas ce qui est arrivé à la mère.
Donc pour moi, le fils, c'est un personnage déséquilibré. C'est presque un détraqué, quoi, qui peut, une arme dans la main, tirer n'importe comment. Et lui, il peut faire ça. Même s'il est du même bord, maintenant que le père n'est pas conscient de cela, ce n'est pas une traversée consciente. Il est tombé dedans, je pense. Et puis, bon, il faut peut-être revoir le personnage. Moi, je ne suis pas sûr de ce qu'il fait. Je ne suis pas très sûr de lui. Je sais qu'il n'est pas normal et qu'il a une arme, il est là pour tuer et puis il hésite. Et puis, il ne l'a pas fait tout de suite. Il hésite aussi. Il demande à son père de partir, il dit de courir pour partir. Peut-être que s'il était parti, ça ne serait pas arrivé comme ça. Voilà. Et en tout cas, tous les personnages sont un peu, ils sont fous, ils sont un peu déréglés dans la pièce. Comme nous tous, hein. C'est ça qui détermine. Je ne suis pas sûr que je suis très normal, très équilibré, je ne suis pas très. Avant de poursuivre, je salue la présence du directeur du livre, M. Théo Adama, dans la pièce, le professeur Abédo Amman, Théo Ananiso, bonjour, bonsoir. Il y a Anna Satakura, il y a Madame Marquise. Comme Jean dit, je vois tout le monde. Hein. Il y a la TV, il y a Patron qui se cache, il y a Litaba, le polyglotte. Donc merci beaucoup d'être là. Il y a le doyen qui est devant moi là. Je salue. Merci pour votre présence. Je pense qu'on va écouter une première lecture de la pièce pour nous resituer. Et ensuite, on va commencer une première série de questions où l'auteur sera livré corps et âme. Marlène, vous avez la place. L'autre bord, théâtre, Jean Cantchébé. Pour éviter le pire au sien, un homme devient suspect et se voit abandonné de tous. Seule sa fille reste encore avec lui, mais pour elle aussi, il est temps de partir dans la rue revendiquer le droit et la justice. Une manifestation d'étudiants tourne mal. L'homme se retrouve sur les lieux à la recherche de sa fille. Personnage. Le père, la cinquantaine, ancien révolutionnaire. La fille, étudiante. Le frère, étudiant. Psyché, le double du père. La voix. Scène 1. Aux abords d'une rue, un homme dans un état de panique, peur, colère. On entend des bruits d'explosion et des clameurs. L'homme cherche désespérément du regard quelque chose ou quelqu'un. Un mur d'1,50 m de hauteur longe la rue et occupe le fond de la scène. L'homme s'arrête à côté du mur, repart dans un sens puis dans l'autre et revient au même endroit, s'arrête puis repart dans un sens puis dans l'autre, revient et s'appuie contre le mur. Le téléphone sonne 2 fois. On entend le son d'un harmonica. La psyché de l'homme apparaît. L'homme s'avance, marchant péniblement vers la psyché. Le téléphone sonne encore. Il s'arrête. La psyché se retourne. Les deux se regardent. Hier soir, la soirée était teintée d'une inquiétude aux couleurs de cette menace radio-télévisée. Nous voilà ici, maintenant, toi et moi, dans ce hideux guet-apens. Nous voilà ici ce soir, ou plutôt ce matin. Je ne sais plus s'il fait jour, s'il fait nuit, ni de quel côté vient le jour. Nous voilà au milieu de ce tremblement de terre.
où que tu te trouves, nous voilà au milieu d'un éboulement total. La nuit prend place où il faisait jour il y a quelques instants. D'ici un temps, dans une moitié de temps encore, si tu n'apparais pas, ma fille, ils me prendront et je deviendrai dans leurs mains de bourreau quelque chose qui s'échappe, qui vole loin, un papillon, une petite flamme ou un petit cri d'oiseau qui s'envole. Hier, tu étais là, assise, là. Ici commence la scène de la veille. Scène 3. Le même salon, le père assis dans un fauteuil, l'air profond, vaguement perdu. Le fils apparaît. À sa vue, le père se lève machinalement. Le fils s'arrête et lentement le père retourne à sa place. Le fils debout, un sac à dos gonflé sur le dos. Une casquette accolée à la tête cache une bonne partie du visage. Il soulève un peu la casquette dans une attitude renfrognée et boudeuse et la remet le bout vers la nuque. Il ne se regarde pas. Le fils. Pendant qu'il parle, le père se lève, retourne s'asseoir, sursaute ou se tient la tête, mais ne se montre pas triste ni déprimé. J'ai dit, je m'en vais d'ici sans plus adresser la parole à personne, et c'est ce que je vais faire. Je ne te déteste pas, je ne peux pas. C'est toi le Père. Il se peut, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais ce que je dois faire. Peut-être, c'est toi qui as raison. Il se peut que l'homme que je connais n'est pas l'homme, mais peu importe. Qui nous sommes, où nous sommes, peu importe. Je sais ce que je dois faire. Partir. Je ne peux rester, continuer à me masser les nerfs en me disant calmos, calmos, ça va aller, ça va changer. À attendre, attendre. Mais quoi? Non, je m'en vais. Le cordon s'est coupé. Et si je reste ici, je suis en face, non pas d'un père. Des mythes ont dévoré mes sentiments de fils. Des choses chaque jour me dévorent et en moi se répand une sorte de venin mortel que j'ai envie de te jeter dans la gorge comme j'ai envie de te jeter à la face cette obsession. Le changement. Et de te jeter à la figure cette question qui me brûle les doigts. Ma mère, pourquoi est-elle partie? Je réalise que l'homme qui m'a engendré n'a pas réussi à me mettre au monde. Né de lui, c'est vrai. Maintenant, il est temps que je naisse de moi-même. Que je renaisse à moi, moi-même. Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'un fils si la haine? Qu'est-ce qu'un père si la haine, la dissimulation, le silence s'installe? Qu'est-ce qu'un fils quand la misère dessine chaque jour des arabesques de plus en plus épaisses sur les murs? Et puis, qu'est-ce que ce pays? Qu'est-ce que cette ville, cette maison? Et qui sommes-nous? Que suis-je avec cette lâcheté qui me colle à la peau? Eh bien, puisqu'il faut que je naisse de moi à moi, je prends l'envolée de ma liberté. Je ne jure ni par le Fils, ni par le Père. Je veux être moi. Je serai moi. Je suis moi. Et maintenant que je suis moi, j'invite les dignes de la terre. Je convoque les nuages et les vents du ciel. Je sillonne les eaux des océans. Je réveille les sirènes des eaux pour chanter la terre qui m'a conçu et porté. Je retourne la terre sur son ventre dormant. Je renverse les eaux des océans. Je renverse tout ce qui se renverse, et même ma veste s'il le faut, pour retrouver ma mère, la terre qui m'a enfanté. C'est l'heure de partir. Adieu. Adieu la mère. Adieu. Adieu la sœur. Adieu. Il s'en va. Le père s'éveille. Encore un rêve? Mon fils? Mon fils. 3 ans. Cela va faire 3 ans déjà. On entend au loin une cloche. La fille entre. Merci.